Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Vous rappelez-vous de la première fois? Non, peu importe le type de première fois, là. Mais si votre première fois, c'était aussi la première fois de l'histoire, puis pas juste une fois, là, plusieurs fois. Première fille à prendre part au tournoi international de hockey Pee-Wee. Première femme à jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Première femme à disputer un match hors concours de la Ligue nationale de hockey avec le Lightning de Tampa Bay. Première femme à signer un contrat de hockey professionnel. Première femme à gagner un match en roller hockey international. C'est quand même pas rien, hein? Et si c'était aussi la coach de la toute première équipe, toute féminine de hockey au tournoi Pee-Wee de Québec. Et quand votre nom n'a pas besoin de toutes ces explications, c'est que vous êtes vraiment big. Et c'est qu'il est grand, ce nom. Aujourd'hui, on s'entretient avec Manon Réaume, une pionnière qui mérite un bronze. Tiens, c'est vrai, il y en aura un aussi. C'est fantastique. Peut-être une première au pays, qui sait, en sport féminin. Écoutez, jouer comme une fille, c'est d'abord jouer, peu importe avec qui. Guylaine Demers, bonjour. Salut Marc Durand. 15e épisode de Jouer oui. comme une fille. Ça roule partout. Vidéo, audio, plein de gens, plein de vedettes sont venus à nos micros, à nos caméras. Et ça achève pour la première saison. Et oui, notre première saison, en fait, Manon, c'est notre série sur le Sunday. Oui. Et nous aurons, nous deux, nous allons faire le closing, là, Parce qu'il y la aura vraie finale. Conversation 2021. Ce sera donc juste avant la dernière. On pourra faire Exact. donc un post-mortem de tout ça. Tout à fait. Et moi, j'ai l'impression qu'on termine avec quelque chose de vraiment sympathique et de très important. Manon Réaume, officiellement, bonjour. Bonjour. Hey, on est vraiment content de t'avoir avec nous. Tu es à Détroit. Tu vis là-bas depuis plusieurs années, je crois, hein? Oui, ça fait environ une quinzaine d'années que je suis ici à Détroit. C'est le plus longtemps que je restais à une place aux États-Unis. Quand tu joues au hockey professionnel, tu déménages souvent. C'est vrai. Puis tu as joué au hockey au professionnel pour quelques équipes. Tu as joué au roller hockey également. Tu t'es promené évidemment avec l'équipe canadienne de hockey féminin. Tu as une médaille d'argent aux Olympiques de Nagano. Tu as une belle carrière, Manon. Puis écoute, il y a tellement de choses qui s'en viennent en plus pour toi. On va en reparler. Mais d'abord, je ne sais pas, Guylaine, qu'est-ce que ça te donne comme première impression? Quand tu penses à Manon Réaume, qu'est-ce qui te vient en tête? Moi, écoute, la première chose, c'est l'importance puis l'impact des modèles féminins. Quand, tu sais, moi, c'est sûr, quand j'étais petit cul, là, mon père m'amenait au forum, là, c'était Ken Dryden, Steve Shutt, Guy Lafleur, tu sais, c'était, je veux dire, il n'y en avait pas de filles, oublie C'est ça, vrai, là, ouais, tu sais, c'était, le hockey, ça égalait gars. Et quand Manon est arrivée, écoute, nous autres, là, les filles, on est devenues fans gaga, tu sais, c'était comme une fille au hockey avec les gars qui percent. Puis c'était un peu ça ma première question. Est-ce qu'avec avec le recul, tu es en mesure d'apprécier l'impact que tu as eu comme modèle pour les filles? Bien, c'est certain, quand j'étais allée à Tampa Bay, j'ai pas réalisé l'impact que j'avais. J'étais jeune, je m'allais là, je m'en allais prendre la chance qui m'était donnée de jouer au plus haut niveau. Je réalisais pas, je savais pas que c'était pour changer ma vie de faire ça. C'était plus tard, les années plus tard, lorsque des parents venaient me voir et me disaient « T'es tellement une inspiration pour ma jeune fille » ou « Mon garçon a fait un projet sur toi à l'école ». J'ai même eu des gardiens de but dans la Ligue nationale ou des joueurs dans la Ligue nationale qui m'ont dit, quand on a vu une fille, moi, je me suis dit, je suis capable de le faire si une fille était capable d'aller dans un camp d'entraînement de la Ligue nationale. Donc, c'est là que j'ai réalisé ce que j'ai fait. Là, ça a eu un impact positif sur les gens. Puis comme toi, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à jouer au hockey, j'avais pas personne. J'avais jamais pensé que je jouerais dans la Ligue nationale. J'ai jamais vu une femme jouer dans la Ligue nationale. Fait que pour moi, mon modèle, c'était Daniel Bouchard, qui était gardien de but des Nordiques de Québec. Oui, et je pense que c'était un bon modèle aussi. Il y a ton livre, là, puis je vais en parler tout de suite parce qu'il est vraiment génial. Ça vient de sortir, et en français en plus. Briser la glace. C'est comme un dessin, il y a des dessins à l'intérieur. C'est comme pour raconter l'histoire de Manon Réaume en quelques mots avec de très belles illustrations. C'est écrit par Angie Boularo. On peut se le procurer, entre autres, sur Amazon. Mais là-dedans, on raconte pas mal ton histoire. Mais si tu veux nous résumer peut-être les débuts que les gens ne savent pas trop, c'est un peu ton père qui est entraîneur, qui fait qu'il a besoin d'un gardien de but, puis ça donne que toi, tu aimerais ça.
Mais oui, quand j'étais jeune, mes deux frères jouaient au hockey. Mon père était un entraîneur. Il n'y avait pas de filles qui jouaient à l'aréna. Donc, à toutes les fois que je voulais jouer avec mes frères, ils disaient, pas de problème, on va t'habiller en gardien de but parce que mon père faisait toujours une patinoire extérieure chez nous. Il dit, on va t'habiller en gardien de but puis on va pratiquer nos lancers sur toi. Fait que j'ai commencé en étant juste un target pour mes frères. Puis, un jour, mon père avait besoin d'un gardien pour son équipe parce qu'il coachait une équipe. C'était tous des joueurs. Il alternait le gardien de but à chaque partie. Puis, ça allait en tournoi. Il a demandé aux jeunes, y a-t-il quelqu'un qui veut jouer gardien de but durant le tournoi? Il n'y a pas un jeune qui voulait jouer. Puis, je jasais avec ma mère, puis il se demandait lequel que je vais choisir. Puis c'est là que j'ai dit à mon père, pourquoi pas moi? Je le fais toujours aussi avec mes frères. J'aimerais ça être ton gardien de but. Il n'était pas sûr au début. Il a parlé avec ma mère, puis après ça, ils ont dit, pourquoi pas? Est-ce que ton père est fier de ça? Est-ce que ton père se dit, écoute, moi, j'ai permis à ma fille de jouer à une position qui n'est pas évidente quand même, gardienne de but, puis je l'ai défendue. Est-ce que ton père est fier de ce qu'il a fait? Mais mon père, tout ce qu'il a fait pour moi, toutes les situations qu'il m'a placées dans le hockey, la façon qu'il a dealé avec tout, en étant la seule fille, il m'a vraiment aidée. J'ai appris beaucoup de lui. Je me souviens, lorsque j'ai commencé justement à jouer avec lui, la première journée, il a fait sûr que j'avais mon masque avant d'arriver à l'aréna parce qu'il ne voulait pas que les gens me jugent en étant une fille, mais juste un gardien de but. Puis c'était vraiment important pour lui. Il savait que si les gens me voyaient jouer, s'ils ne savaient pas que j'étais une fille, il ne dirait rien après lorsque j'ai enlevé mon masque que c'était une fille. Là. Okay. Donc, c'était vraiment important pour lui. Puis après ça, plusieurs années plus tard, lorsque j'ai essayé d'aller au camp d'entraînement du 2A, qui était le niveau le plus élevé, il y avait des entraîneurs qui lui disaient « Amène pas ta fille, on ne prendra pas une fille dans l'équipe. » Puis mon père m'envoyait parce qu'il savait que je voulais y aller. Il ne me disait pas qu'il ne voulait pas de fille. J'allais au camp d'entraînement, je me faisais couper de l'équipe, puis il voyait la réaction que j'avais. Je lui demandais de pratiquer plus, je lui demandais de faire des écoles de hockey pour m'améliorer. Il a réalisé que lorsque j'avais de l'adversité devant moi, j'étais capable de... Ça m'aidait et non pas, ça ne nuisait pas. Puis aujourd'hui, je regarde tout ce que j'ai accompli. Sans mon père, je ne me serais jamais rendue où je me suis rendue. Et je sais que ta mère a été importante aussi pour toi. Entre autres, elle t'a accompagné, entre autres à Tampa Bay. C'était comme ton ange gardien. Je ne sais pas comment on peut la qualifier, mais ta mère était présente aussi, là. Oui, lorsque j'étais à Tampa Bay, elle était venue avec moi, puis c'était vraiment formidable de l'avoir. Je parlais pas beaucoup anglais. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient très vite. Juste être avec quelqu'un dans ma chambre, parce que tous les gars, ils partageaient la chambre avec un autre joueur. Moi, j'étais toujours toute seule partout que j'allais. Donc, durant le camp d'entraînement, avoir ma mère là, c'était très important. Puis, elle me supportait. Ma mère, elle voulait être un professeur d'éducation physique lorsqu'elle était jeune, mais sa mère lui avait dit, c'est pas pour les femmes. Les femmes sont secrétaires d'école, les femmes font d'autres choses qu'être un professeur d'éducation physique. Puis elle était vraiment sportive, elle aimait le sport, mais elle n'a pas eu la chance de faire ce qu'elle voulait faire. Donc, elle me supportait dans le hockey. Wow! Écoute, depuis, évidemment, on remonte quand même à plusieurs années. Toi, puis oui, c'est 84. Oui, c'est ça. Hein, il y a beaucoup d'années. Est-ce que tu es heureuse de voir où est rendu le développement du hockey féminin au Canada puis aux États-Unis en particulier, là? Mais c'est certain que ça s'est développé beaucoup. Lorsque j'étais jeune, il n'y avait pas de filles qui jouaient au hockey à l'aréna. Aujourd'hui, je suis entraîneur ici, je m'occupe du programme de hockey des Red Wings de Détroit, des jeunes filles qui commencent à jouer au hockey. Tu peux commencer à jouer au hockey à 5 ans puis jouer dans une équipe de filles. Il n'y avait pas ça avant. Les filles aujourd'hui peuvent avoir des bourses scolaires pour aller des études américaines ou même canadiennes. Tu peux jouer sur l'équipe olympique. C'est certain qu'on aimerait voir une ligue professionnelle où que les femmes feraient assez d'argent pour pouvoir juste jouer au hockey. Je pense qu'ils ne demandent pas de faire des millions, mais d'être capable de juste jouer au hockey et non pas avoir 2 ou 3 autres emplois pour continuer à jouer au hockey, c'est ce qu'on voudrait voir aujourd'hui. Mais ça a avancé beaucoup depuis le temps que j'ai commencé. Es-tu encore impliqué dans le hockey féminin, dans le développement du hockey, mis à part le fait que tu t'occupes des Red Wings, des filles, mais
Est-ce que tu es au courant un peu de ce qui se passe, de ce qui se trame actuellement? Mais c'est certain, avec tous les sociaux médias aujourd'hui, tu sais tout ce qui se passe au niveau de hockey. C'est beaucoup plus facile de rester connecté avec ça. Moi, il y a plusieurs jeunes filles que j'ai coachées lorsqu'elles avaient 12 ans, qu'aujourd'hui jouent sur l'équipe nationale des États-Unis. Kendall Coyne, Megan Bozak, Alex Rusby, c'est tous des joueurs aujourd'hui qui jouent sur l'équipe nationale, qui jouent à Kendall Coyne. Elle a fait à la partie d'étoiles de la Ligue nationale. C'est elle qui avait patiné pour le patineur le plus vite. Ça. C'est extraordinaire de voir. Elle travaille aujourd'hui pour les Chicago Blackhawks pour développer les jeunes joueurs. Tu regardes Hayley Wickenheiser qui a aussi développé les joueurs à Toronto. C'est extraordinaire de voir que les femmes aujourd'hui ont une place avec les équipes là, masculines. Écoute, je vais t'amener sur le côté de l'entraîneur. Actuellement, au Canada puis aux États-Unis, c'est la même chose. On a très, très peu de femmes entraîneurs. C'est rare, c'est vraiment... Puis depuis 20 ans, là, on est vraiment... c'est ça, je dis toujours qu'on est pris... je dis mon expression québécoise, on est pris dans la boîte. Là, ça bouge pas. Là, on tourne et on va... écoute, on a atteint à un moment donné 22-23 là, ça retombe. Quand on regarde aux Olympiques, on n'est même pas à 10 si je regarde la délégation canadienne, puis aux États-Unis, c'est similaire. Là, maintenant que tu as joué aussi, tu joues ce rôle-là d'entraîneur, de ton point de vue, comment ça se fait qu'on a si peu de femmes qui sont en coaching? Ben, je ne sais pas pourquoi exactement qu'on a si peu de femmes, mais c'était encore difficile. Moi, quand j'ai commencé, j'ai 2 garçons. Mon plus vieux, il a 22 ans aujourd'hui, mon plus jeune, 14. Mais lorsqu'il y avait 5, 6, 7, 8 ans, j'ai commencé à les coacher avec des équipes de gars. Puis, la plupart des gens étaient corrects avec moi qui était un coach, mais parce que j'étais une femme, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Puis, je me souviens d'avoir coaché mon équipe de mon plus jeune. Ça allait très bien avec. Puis là, il changeait de catégorie, il devenait 3A. Puis il y avait des gens qui disaient, on n'aura pas une femme qui va coacher du 3A ici au Michigan. Puis c'était vraiment intéressant de voir que tellement d'années plus tard, après que j'ai joué dans la Ligue nationale, que j'ai joué professionnellement, qu'il y avait encore des gens qui pensaient qu'une femme ne serait pas capable de coacher des jeunes garçons. Puis lorsque j'étais allée coacher les jeunes filles, c'était différent. Tout le monde m'acceptait encore beaucoup mieux parce que j'étais une femme puis j'étais capable d'être un modèle pour ces jeunes filles-là. Mais c'était vraiment intéressant de voir plusieurs années après d'avoir joué, d'avoir passé à travers toutes sortes de choses en jouant, qu'en étant entraîneur de mon garçon, je revivais ce que j'ai vécu en jouant. Donc, c'est de voir des femmes comme Hayley Wickenheiser, comme Kendall Coyne, Megan Duggan, je pense qu'elle a eu aussi un poste avec les New Jersey Devils. Ta coéquipière, Danielle Goyette, là, qui vient d'être engagée par les Qui vient d'être engagée par Toronto. Fait que je pense que c'est de voir la Ligue nationale avoir des femmes qui fassent partie de leur système de coach. Je pense que ça va aider beaucoup à avoir plus de femmes commencer à coacher au niveau, soit dans les Olympiques, soit des équipes même de gars plus jeunes. Mais ça prend... faut le voir pour le croire, puis lorsqu'on va voir plus de femmes dans la NFL, dans toutes les autres ligues professionnelles, c'est ça qui va aider, je pense, à grandir le nombre de femmes qui vont être entraîneurs. Puis, on a une approche différente. Moi, je n'entends souvent parler. Il y a beaucoup de femmes qui sont des mères, qui ont passé beaucoup de temps avec leurs enfants pendant que le père n'était pas à la maison, on travaillait. Puis, lorsqu'on est entraîneur, on a une approche différente que juste être un entraîneur. Fait que je trouve que c'est important, justement, d'avoir plus de femmes, là. C'est pas intéressant, ça. Mm-hmm. Oui, c'est très intéressant. Puis, tu ouvres un peu la porte. On a parlé à un moment donné avec Ray Lalonde. Ray Lalonde, oui. Justement, tu sais, on disait, tu disais, là, en fait, les femmes au hockey voudraient juste pouvoir vivre du hockey. Tu sais, on ne demande pas 28 millions par année, mais on peut-tu avoir un salaire qui fait que c'est une job, je suis à temps plein. Je te vois venir, Guylaine. Oui, hein? Fait que, d'après toi, justement, c'est quoi la responsabilité des ligues professionnelles masculines envers des ligues professionnelles, celles qui ont... est-ce qu'il y en a une responsabilité? Et l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est le lien avec la NBA puis la WNBA.
qui est un partenariat qui fonctionne. Oui. Alors, selon toi, est-ce que les ligues professionnelles masculines en font assez, devraient en faire plus? Puis est-ce qu'ils n'ont pas un peu, je dirais, le mandat de faire ça là, pour le sport féminin? Ben, à mon avis, si on veut qu'une ligue professionnelle féminine au hockey existe, marche, puis que les femmes soient capables d'être payées assez pour juste jouer au hockey, Ouais. je pense qu'on va avoir besoin du support de la Ligue nationale. On va avoir besoin du support des équipes de la Ligue nationale. Tu t'imagines si tu es capable d'avoir une équipe comme Toronto ou Montréal, de partager le marketing, de partager les sponsors qu'ils reçoivent pour l'équipe avec l'équipe féminine, ça aiderait beaucoup. Partager les gens qui vendent les billets, pouvoir vendre des t-shirts, toutes sortes de choses des deux équipes en même temps. Je pense que c'est la seule moyen on va être capable d'avoir une ligue qui va marcher puis qui va capable de rester pendant longtemps. De partir une ligue féminine, que tu vas être capable d'avoir assez de revenus juste sans le support des équipes de la Ligue nationale ou de la Ligue nationale, je pense que ça va être très difficile. Il y a une couple de ligues ici et là qui ont essayé, mais ça n'a jamais marché. Ouais. Il n'y avait pas une fille qui était capable d'avoir juste une job de jouer au hockey. Il y avait toutes 2 ou 3 différents jobs, être capable de s'entraîner, parce que c'est pas seulement de jouer une partie, mais lorsque tu joues professionnellement, lorsque tu joues sur l'équipe nationale, il faut que tu t'entraînes à tous les jours sur la glace et hors glace. Ça prend beaucoup de temps pour ça. Donc, t'entraîner, avoir une job régulière, puis d'aller jouer le soir, c'est presque impossible. Avec les collèges américains, justement, tu les côtoies. Est-ce que tu dirais qu'aux États-Unis, on est plus avancé de ce côté-là? En fait, de la place des femmes dans les sports de haut niveau comme ça? On est plus avancé de donner la chance aux femmes justement de pratiquer à tous les jours, de s'entraîner à tous les jours, d'aller au collège comme les gars. Mais aussitôt qu'ils ont terminé le collège après 4 ans, ils n'ont pas de place. Donc, ils passent 4 ans à s'entraîner à tous les jours sur la glace, hors glace, vraiment se préparer pour les occasions spéciales, les Olympiques, les championnats du monde. Lorsque leur saison soit finie, lorsque leurs 4 ans sont finis, on a besoin d'une place pour qu'ils puissent continuer à jouer au hockey. Bien, je pense que ce serait le fun que tu nous parles de l'hommage. Le 30 juin prochain, il y aura une statue à Place Jean-Béliveau, une œuvre d'art, un bronze de Manon Réaume et Sylvain Côté, 2 athlètes de la région de Québec qui ont marqué les 60 ans et plus du tournoi international de hockey Pee-Wee. C'est fantastique. On espère, Manon, que tu seras présente. On le souhaite avec les confinements, les vols et tout ça. C'est peut-être plus difficile, mais à tout le moins, je suis convaincu que les gens vont apprécier l'œuvre. Et je pense que tu l'as vu, hein? Oui, je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu en personne, je l'ai vu sur photo. Non. Ça va être intéressant. C'était une photo de moi lorsque j'étais Pee-Wee. Fait que dans ce temps-là, la coupe de cheveux, puis le style qu'on avait, c'était un petit peu différent qu'aujourd'hui. T'étais frisé, mais c'est cute. Non, c'est le fun. Puis la façon dont ça va être fait, là, les gens vont pouvoir se prendre en photo avec la grandeur. C'est vraiment bien fait. D'abord, ça te fait plaisir, j'imagine? C'est vraiment touchant. Wow. Lorsqu'ils m'ont appris ça, c'était vraiment touchant. C'est tellement une belle hommage. Je ne peux pas croire qu'ils faisaient une statue de bronze. Là, c'était vraiment spécial. Puis j'espère que ça va aider à inspirer les jeunes filles qui vont commencer à faire un sport. Pas seulement commencer à faire un sport, mais souvent, il y a beaucoup de gens qui peuvent te dire non, que ce soit parce que tu es une fille, ou tu parles pas le bon langage, ou la couleur de ta peau, ou peu importe si c'est la raison. Il y a souvent des gens qui, à cause que les gens leur disent non, qui veulent pas continuer, puis qui lâchent. Puis j'espère que mon histoire va continuer à encourager les gens à foncer, peu importe ce que le monde leur dise. Puis que tu n'as pas besoin d'être dans un mold de qu'est-ce que tu devrais avoir l'air. Moi, si les gens parlaient d'un gardien de but dans la Ligue nationale, j'avais pas la grandeur. J'étais une femme. Je parlais français. J'avais tout contre moi, mais j'ai pas laissé ça. Wow. J'ai quand même persévéré, puis je suis allée, puis ça me dérangeait pas de pas être comme tout le monde. J'avais une passion de jouer au hockey. J'ai joué au plus haut niveau que je pouvais à chaque année. J'ai eu la chance d'aller à un camp d'entraînement de la Ligue nationale. Fait que pour moi, je me suis dit, il y a souvent des gens qui m'ont dit non parce que j'étais une femme. Aujourd'hui, ça me dérange pas pourquoi j'ai été invitée. J'ai la chance d'être invitée. Puis, à la fin de ça, c'est moi qui va falloir qu'ils performent sur la glace.
C'est intéressant ce que tu dis par rapport à Tampa Bay. Il y a une phrase que tu as glissée dans ta belle explication, c'est peu importe les raisons pourquoi j'ai été invité. Parce que c'est ça aussi, les gens se sont dit au départ, je pense que tu en étais consciente, Tampa Bay, une nouvelle équipe, tiens Manon Rhéaume, on va se le dire, est cute, on va l'inviter. Mais après ça, c'était ton match, c'était ta place à prendre et tu l'as prise. C'est comme ça que tu le vois, toi. Hein? Mais c'est comme ça que je le vois. Puis aussi, une chose que les gens ne savaient pas, moi, la première fois que j'ai revu Phil Esposito après plusieurs années, on était à Tampa général Bay. De Tampa Bay, ouais. J'étais avec Angie Bolero qui écrit justement le livre d'enfants. Puis elle s'est mise à jaser avec Phil Esposito pour vraiment voir c'est quoi qu'il pensait lorsqu'il a pris la décision. Puis la première chose que Phil a dit, lorsqu'il a vu une vidéo de moi jouer, il ne savait pas que j'étais une fille. Puis qu'il avait dit au dépisteur, oui, le gardien, il est un petit peu petit, bouge très bien, peut-être qu'on devrait l'inviter au camp d'entraînement. Fait qu'il y avait déjà, il y avait une intention de m'inviter, puis lorsqu'il a appris que j'étais une fille, c'est comme si, OK, on va l'inviter au camp d'entraînement. Puis pour moi, il y a beaucoup de gens qui se font inviter à toutes sortes de places pour différentes raisons. Il y avait Brett Gretzky, cette année-là, le frère de Wayne Gretzky, qui avait été aussi invité au camp d'entraînement. J'étais pas la seule personne. Et son nom était sans doute lié à son invitation, ben oui. C'est justement, mais après ça, lorsque je suis arrivée au camp d'entraînement, il a fallu que je performe pour pouvoir avoir une partie hors concours. Puis la première fois que je me suis présentée sur la glace, la première partie que j'ai eue, j'ai pas accordé de but dans la petite partie. Là, c'était un petit tournoi qu'on avait. J'étais le seul gardien des 4 gardiens qui avaient joué dans cette partie-là qui n'avait pas accordé de but. C'est vraiment après cette partie-là que Phil Esposito a annoncé la façon qu'elle a joué aujourd'hui. Vous allez peut-être la voir dans une partie d'avant une partie là, au début de la saison à cause de la façon que j'ai joué et non pas le fait que j'étais une fille. Parce que Tampa Bay, elle ne m'aurait jamais mis dans une partie si je n'aurais pas performé dans le camp d'entraînement parce que ça n'aurait pas bien paru pour eux autres non plus. Mais non. Non, effectivement. Puis c'est là que je veux dire, au départ, tu as eu une opportunité, puis après ça, ben écoute, tu as fait ta place, tu as mérité ta place. Et puis, ce qui a suivi après, c'est fou. Tu as été invité dans les talk shows américains. Tu as rencontré David Letterman. Moi, pas seulement rencontré, tu l'as interviewé. Mais moi, je ne savais même pas c'était qui David Letterman. Fait que quand tu m'as annoncé ça, je venais de Québec, j'avais pas de télévision anglaise. Des shows à 11h le soir, j'écoutais même pas ça. J'étais tout le temps au lit de bonheur. Donc, je savais même pas c'était qui. Puis j'étais allée au show, puis après le show, c'était drôle parce que tout le monde était tout excité que j'allais voir David Letterman. Ça a pris des années. Lorsque j'habitais aux États-Unis, je voyais c'est qui allait à son show à tous les soirs. Je pouvais pas croire que j'avais été invitée à son show. Oui, avec ton bel accent que je pense qu'il adorait beaucoup. C'est assez particulier. Mais c'est formidable. Maintenant, tu as tout près de 40 ans, je pense, peut-être 35, je ne sais plus trop. Là. Un petit peu plus haut que ça. On ne dira pas. Ton histoire mérite un film. C'est incroyable. Et je sais que Angie, pour en parler, celle qui a écrit le livre, c'est une bonne complice à toi. Elle a écrit le scénario d'un film qui pourrait voir le jour éventuellement. Oui, elle m'a approchée il y a environ 5-6 ans, puis dans son prochain film, elle voulait avoir un film avec une femme dans le sport pour être capable d'inspirer les gens. Fait que il y a quelqu'un qui lui avait parlé qu'il y avait plusieurs femmes qui avaient joué dans la Ligue nationale dans les années 90, puis elle avait commencé à faire des recherches, puis elle a réalisé qu'il y avait seulement qu'une personne, puis que c'était moi, fait qu'elle m'avait contactée. Puis après qu'elle s'est mise à me jaser, parce que son idée, c'était d'inspirer les jeunes personnes. Puis pour moi, quand je regarde dans tout ce que j'ai fait au hockey, avoir mon histoire, avoir eu la chance d'inspirer des jeunes personnes, ça a été probablement ce qui était le plus satisfaisant de ce que j'ai accompli. Fait que d'avoir la chance d'inspirer la génération prochaine de jeunes, ça m'a intéressée. Puis on a travaillé là-dessus. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Puis en travaillant là-dessus, elle écrivait aussi des livres d'enfants. Fait qu'elle a décidé d'écrire mon histoire. Puis le livre d'enfants est sorti avant le film. Mais ce serait intéressant parce que on pourrait continuer à nourrir le nom Manon Rhéaume parce que les plus jeunes te connaissent peut-être moins un peu. En plus, tu es un petit peu éloigné du Québec, du Canada maintenant par ta situation géographique à Détroit. Alors, le fait d'avoir un film comme ça va certainement faire revivre de bons moments à ceux qui t'ont connu, mais aussi te faire découvrir
à la nouvelle génération. Parce que maintenant, si on applaudit les Marie-Philippe Poulin, si on applaudit et toutes celles qui ont passé, qui passeront, Anne-Renée Desbiens, je crois, qui va très bien pour l'équipe nationale aussi, qui est une fille de la région de Québec également, de Charlevoix en fait. C'est parce qu'il y a eu de Manon Réaume. Il y en a eu d'autres aussi, des Goyette, des Wickenheiser, mais tu étais de celles qui ont fait la différence Saint-Louis. Peut-être tu pourrais nous parler en terminant des belles années que tu as connues avec l'équipe olympique, avec ces filles-là. Parce que jouer avec des gars, c'est une chose, mais jouer avec des femmes et aller jusqu'aux Jeux olympiques pour une autre première, ça doit être quelque chose d'important pour toi. Oui, les Olympiques, c'est spécial. Jouer sur l'équipe canadienne, représenter ton pays aux championnats du monde, aux Olympiques, lorsque tu portes le chandail du Canada, c'est vraiment spécial. C'est pas juste une partie d'hockey. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais les Olympiques, puis à toutes les fois, le Canada y arrivait. C'était la cérémonie d'ouverture, puis tu les voyais marcher, tu avais des papillons dans l'estomac, tu étais toute contente de regarder les Olympiques, puis cette fois-là, c'était moi qui représentais le Canada avec mon équipe. C'était vraiment... c'est quelque chose que je vais toujours me rappeler. Puis les joueuses avec Hayley Wickenheiser, je me souviens, elle était très jeune. C'était sa première olympique avec l'équipe Canada. Je pense qu'elle avait seulement 15-16 ans. France Saint-Louis, c'était la personne avec qui je partageais la chambre sur la route. Moi puis elle, on s'entendait très bien. On était toujours couchés de bonne heure le soir. On se levait de bonne heure. On était sur le même timing. Fait que c'était super le fun d'être avec elle là, sur la route. Fait que j'ai eu des bons moments justement avec l'équipe nationale parce que ça me donnait la chance d'être dans le vestiaire avec tout le monde avant les parties, après les parties. Avec les gars, j'étais toujours toute seule dans mon vestiaire. C'est pas la même chose, c'est pas la même préparation. Fait que j'adorais jouer sur l'équipe nationale. C'est bon. Tu nommais France, Hayley, Danielle Goyette, peut-être qu'elle n'était pas là à ce moment-là. Peut-être que oui. En 98, elle était là, Danielle? Oui, Danielle Goyette était là en 98. Il y avait Hayley Wickenheiser, France Saint-Louis. J'essaie de me rappeler de toutes les... Mais ces trois-là sont au temple de la renommée du hockey. C'est extraordinaire de les voir. Je suis tellement contente. Il y a tellement plus de femmes. Kim Saint-Pierre cette année d'avoir eu la chance d'être sur le temple de la renommée. Elle était extraordinaire. Je pense que c'est un des gardiens qui a marqué justement le hockey au niveau de Team Canada. Moi, je la compare souvent à Patrick Roy. Son style de jeu, c'était plus comme Patrick Roy. Techniquement, elle était très forte. Puis, je pense que tous les gardiens qui sont arrivés après elle l'ont suivi au niveau technique. Mais maintenant, là, je me trompe. T'es pas là, toi, au temple de la renommée du hockey? Non. Mais là... On va s'en occuper. Ben non, mais là, c'est quoi ça? On vient de faire une demi-heure là, qui devrait convaincre tous les décideurs. C'est quoi ça? Ben, OK, je sais que c'est pas... Hein? Oui? Toutes les femmes qui ont été au Temple de la Renommée jusqu'à maintenant le méritent. C'est toutes des femmes qui ont marqué justement l'hockey. Hockey féminin, là, que ce soit au Canada, aux États-Unis, ils ont leur place là, puis ils le méritent, puis je suis super contente pour eux autres. Puis je suis tellement contente pour Kim Saint-Pierre, pas seulement d'être au Temple de la Renommée, mais être devenue le premier gardien de but, être au Temple de la Renommée. Elle était vraiment le fun. Là. Moi, j'ai adoré l'avoir joué là, pendant des années. OK, t'es pas au Temple de la Renommée, mais toi, t'auras un bronze. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est fait. Mais le reste, ça se travaille en passant. Tout à fait. On le prend aujourd'hui. On prend ça. Ouais. OK, c'est bon, ça. Je suis content d'avoir posé la question. Oui. Alors, écoute, Manon, moi, je t'écouterai encore pendant des heures, évidemment. Je suis groupie un peu. Sérieux. Alors, vraiment, j'apprécie que tu aies pris le temps. C'est super. Puis, je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vont écouter ce podcast-là en particulier, là. Et c'est inspirant. Et franchement, on avait des questions, mais parce que c'est drôle. Avant, je disais à Marc, tu sais, Manon, je la connais pas. Un peu, je pense. Ah oui, un peu. C'est quand même intéressant de fait voir. Que là, c'est ça. Puis là, Marc, il dit non, je la connais. Fait que là, j'avais mes questions. Si je me prépare toujours avant, mais dans le fond, on a posé une question, puis on a pesé sur play, puis c'est parti. Fait que c'est vraiment agréable de t'interviewer, certainement. On va te revoir à Québec pour l'inauguration de la statue. On le souhaite bien. On peut te voir sinon à RDS et TSN. Donc, tu collabores encore et tu parles de hockey, de la Ligue nationale, entre autres, et autre chose. Oui, puis ça, c'est le fun. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un nouveau défi. Puis le défi le plus difficile, pour moi, vous allez rire, mais c'est de parler en français. Je reste aux États-Unis pendant
pendant des années, puis je suis rendue, là, tu penses toujours en anglais, toutes mes enfants me parlent en anglais, la télévision est en anglais, fait qu'à toutes les fois que je parle en français aujourd'hui, il faut que je traduis ce que je dis en français. Puis c'était drôle parce que quand j'ai commencé à jouer, c'était le contraire. Mon anglais n'était pas vraiment bonne. Fait que toutes les fois que j'essayais de dire quelque chose en anglais, je traduisais ce qui était en français en anglais. Là, c'est rendu le contraire. J'ai beaucoup aimé les sociaux médias que tu as dit tantôt, des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. C'est bon. Oh, j'en ai une couple de même. Puis le pire, c'est que j'en ai une couple de même en français, puis j'en ai en anglais aussi. Fait que c'est rendu mon anglais ou mon français, c'est pas le meilleur, mais j'ai un petit peu des... Écoute, c'est formidable. Et on est vraiment content de t'avoir reçu. Bravo pour tout ce que tu as accompli. Tout ce que tu vas accomplir encore parce que tu es encore jeune, tu as encore bien des projets, j'en suis convaincu. Oui. Merci beaucoup, Manon Réaume. Merci beaucoup. Wow, hey! Hey, merci, sérieux, là. C'était le fun? Je suis craquée, là. Là, je suis craquée. Il faut dire aux gens qu'on écoute le podcast. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'après, nous autres, on fait du montage. Non, là, mais juste te dire que dans les prochains jours, parce que là, l'émission va être en ligne bientôt. Oui, dans les prochains jours, Conversation 2021, un petit mot là-dessus. Oui. 8, 10 et 11 juin. Absolument. Et là, on est vraiment, les inscriptions, c'est sold out. On est à 500. On est à 48 pays différents. Ben voyons donc! C'est le bonheur sur la terre. Guylaine, bravo. T'es mon idole. J'ai 2 idoles avec moi ici. J'aime ça infiniment. Alors, merci de nous écouter. La dernière, ce sera la prochaine. Et là, on fera le bilan de tout ça. On parlera de Conversation 2021. Alors, Manon Réaume, merci infiniment. Guylaine Demers, merci beaucoup. Et merci d'être là.